L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, un policier trouve une petite fille dormant dans le parc, et ne peut retenir ses larmes en découvrant la raison. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le ciel nocturne de Paris était voilé de nuages sombres, masquant les étoiles et plongeant le parc Elmwood dans une obscurité presque totale. L'officier Mathieu Lefort, un vétéran de la police parisienne, effectuait sa ronde habituelle, sa torche projetant un faisceau de lumière vacillant sur les sentiers sinueux du parc. Le silence de la nuit était rompu uniquement par le bruissement des feuilles agitées par une brise fraîche et le crissement des graviers sous ses pas. Soudain, un mouvement furtif attira son attention. Mathieu s'immobilisa, tous ses sens en alerte. « Il y a quelqu'un » appela-t-il doucement, sa main instinctivement posée sur son arme de service. Aucune réponse ne vint, mais il perçut un léger froissement, comme si quelque chose, ou quelqu'un, se déplaçait dans les buissons. Avec précaution, Mathieu s'approcha de la source du bruit, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Ce qu'il découvrit le figea sur place. Là, recroquevillée sous un imposant chêne centenaire, se trouvait une petite fille. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans, sa peau d'ébène contrastant avec les haillons clairs qui la couvraient à peine. « Mon Dieu » murmura Mathieu, sentant sa gorge se serrer. Il s'agenouilla lentement, ne voulant pas effrayer l'enfant. « Bonjour, petite. Comment t'appelles-tu » La fillette ouvrit les yeux, révélant des iris d'un brun profond, empreint d'une tristesse qui serra le cœur de Mathieu. Elle le regarda avec méfiance, ses petits bras enroulés autour de ses genoux en position défensive. « Je m'appelle Amara » répondit-elle d'une voix à peine audible. Mathieu lui offrit un sourire rassurant. « Enchanté, Amara. Je suis l'officier Lefort, mais tu peux m'appeler Mathieu. Que fais-tu ici toute seule » Amara hésita, ses yeux scrutant le visage de Mathieu comme si elle cherchait à y déceler une menace. Finalement, elle murmura « J'habite ici ». Ces mots frappèrent Mathieu comme un coup de poing. Comment une enfant si jeune pouvait-elle vivre dans un parc ? Il sentit une vague de colère monter en lui, dirigée contre un système qui avait manifestement laissé tomber cette petite fille. « Depuis combien de temps vis-tu ici, Amara » demanda-t-il doucement, s'efforçant de garder une voix calme malgré l'émotion qui l'étreignait. « Je ne sais pas » répondit-elle, ses yeux se remplissant de larmes. « Depuis que maman et papa sont partis. » Mathieu sentit son cœur se briser. Il tendit la main, hésitant, avant de la poser délicatement sur l'épaule d'Amara. « Tu as froid ? Tu as faim ?» Amara hocha la tête, une larme solitaire roulant sur sa joue. Mathieu enleva sa veste et l'enroula autour des épaules frêles de la fillette. « Viens avec moi » dit-il doucement. « On va te trouver un endroit chaud et un bon repas. » Alors qu'il se relevait, tendant la main à Amara, un craquement sonore retentit dans les buissons proches. Mathieu se retourna brusquement, son corps tendu, prêt à protéger l'enfant. « Qui est là » cria-t-il, sa voix résonnant dans le silence du parc. Pas de réponse. Juste le bruissement des feuilles dans le vent nocturne. Mathieu scruta à l'obscurité, son cœur battant la chamade. Était-ce simplement un animal ? Ou quelqu'un les observait-il ? « Viens, Amara » dit-il rapidement, prenant la main de la fillette. « On doit partir d'ici. » Alors qu'il s'éloignait rapidement, Mathieu ne pouvait s'empêcher de jeter des regards par-dessus son épaule. L'obscurité semblait soudain plus menaçante, comme si elle cachait des secrets qu'il n'était pas prêt à affronter. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette nuit marquerait le début d'une aventure qui allait changer sa vie à jamais. La découverte d'Amara n'était que la première pièce d'un puzzle complexe, un mystère qui plongeait ses racines dans les recoins les plus sombres de la société parisienne. Alors qu'ils atteignaient la sortie du parc, Mathieu sentit Amara tressaillir et s'arrêter net. Il se retourna pour voir la fillette, les yeux écarquillés, fixant un point dans l'obscurité. « Qu'y a-t-il, Amara » demanda-t-il, alarmé. « L'homme » murmura-t-elle, sa voix tremblante de peur. « L'homme qui me surveille. Il est là. » Mathieu scruta frénétiquement les ombres, mais ne vit rien. Pourtant, il ne pouvait ignorer la terreur dans la voix d'Amara. Qui était cet homme ? Pourquoi surveillait-il une petite fille sans abri ? Avec un frisson d'appréhension, Mathieu réalisa que la découverte d'Amara n'était que le début d'une affaire bien plus vaste et sinistre qu'il n'aurait pu l'imaginer.
Une affaire qui allait le pousser jusqu'à ses limites et remettre en question tout ce en quoi il croyait. « Viens, Amara, dit-il fermement, serrant la main de la fillette. Je te promets que je ne laisserai personne te faire du mal. » Et avec cette promesse, ils s'enfoncèrent dans la nuit parisienne, laissant derrière eux le parc et ses secrets, mais emportant avec eux le début d'un mystère qui allait secouer la capitale française jusqu'à ses fondations. Le commissariat du 15e arrondissement de Paris bourdonnait d'activité, même à cette heure tardive de la nuit. L'officier Mathieu Lefort poussa la porte, tenant fermement la main d'Amara. La petite fille, enveloppée dans la veste trop grande de Mathieu, regardait autour d'elle avec un mélange de crainte et de curiosité. Léonie, appela Mathieu à une collègue qui passait. « Peux-tu nous trouver quelque chose à manger et une couverture, s'il te plaît ?» Léonie Dubois, une jeune officière aux cheveux roux flamboyants, s'arrêta net en voyant Amara. Ses yeux s'écarquillèrent, mais elle hocha la tête sans poser de questions et disparut rapidement. Mathieu conduisit Amara dans une petite salle d'interrogatoire, choisissant cet endroit pour son intimité plutôt que pour son confort. Il s'accroupit devant la fillette, ses yeux au niveau des siens. « Amara, commença-t-il doucement, je sais que tu as peur, mais je te promets que tu es en sécurité ici. Peux-tu me parler de ce qui t'est arrivé ?» Amara hésita, ses grands yeux bruns scrutant le visage de Mathieu. Puis, d'une voix à peine audible, elle commença son récit. Avant le parc, j'avais une maison. Une vraie maison avec maman et papa, dit-elle, ses yeux se remplissant de larmes. On était heureux. Maman dansait tout le temps dans le salon, et papa riait si fort que les voisins se plaignaient. Mathieu sentit son cœur se serrer. Que s'est-il passé, Amara? La petite fille prit une profonde inspiration, tremblante. Un jour, on est allé en voiture. Il pleuvait très fort. J'entendais maman qui disait à papa de faire attention. Et puis, elle s'arrêta, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Mathieu résista à l'envie de la prendre dans ses bras, ne voulant pas l'effrayer. Et puis il y a eu un grand bruit, continua Amara, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Une dame m'a dit que maman et papa étaient partis au ciel. Mathieu ferma les yeux un instant, luttant contre ses propres émotions. Quand il les rouvrit, il vit Amara le regarder, ses yeux pleins d'une douleur qu'aucun enfant ne devrait connaître. Après ça, poursuivit-elle, on m'a emmené dans une grande maison avec plein d'autres enfants. Mais ce n'était pas comme ma maison. Les gens criaient tout le temps. Personne ne dansait. Personne ne riait. À ce moment, Léonie revint avec une couverture et un sandwich. Amara accepta la nourriture avec gratitude, mordant dans le sandwich comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Mathieu échangea un regard lourd de sens avec Léonie. « Peux-tu vérifier s'il y a eu des accidents de voiture impliquant une famille avec une petite fille il y a quelques mois ?» demanda-t-il à voix basse. Léonie hocha la tête et sortit silencieusement. Se tournant de nouveau vers Amara, Mathieu demanda doucement, « Comment es-tu arrivé dans le parc, Amara ?» La fillette avala sa bouchée avant de répondre. « Je ne voulais plus rester dans la grande maison. Alors un soir, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti. J'ai marché longtemps, très longtemps. Et puis j'ai vu le parc. C'était comme celui où papa m'emmenait le dimanche. Alors je suis resté. » « Et personne ne t'a cherché ?» demanda Mathieu, sentant la colère monter en lui. Amara secoua la tête. « Je ne sais pas. Je me cachais quand je voyais des adultes. » Soudain, Amara se raidit, ses yeux s'écarquillant de peur. « L'homme, murmura-t-elle. L'homme qui me surveille. Il va me trouver ici. » Mathieu se pencha en avant, alarmé. « Quel homme, Amara? Qui te surveille ?» Mais avant qu'Amara ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue d'un tailleur strict, entra dans la pièce. « Je suis Madame Beaumont, des services sociaux, » annonça-t-elle d'une voix sèche. « On m'a informé qu'une enfant non accompagnée avait été trouvée. Je suis là pour la prendre en charge. » Amara se recroquevilla dans sa chaise, ses yeux pleins de terreur. Mathieu se leva, s'interposant instinctivement entre la femme et l'enfant. Un instant, madame, dit-il fermement. Cette enfant vient de vivre un traumatisme. Elle a besoin de temps et de soins avant d'être placée où que ce soit. Madame Beaumont le toisa froidement. Officier, je comprends votre inquiétude, mais je vous assure que nous sommes parfaitement équipés pour gérer ce genre de situation.
Maintenant, si vous voulez bien. Elle fit un pas vers Amara, mais Mathieu ne bougea pas. J'ai dit, un instant, répéta-t-il, sa voix dure comme l'acier. Cet enfant est désormais sous la protection de la police dans le cadre d'une enquête en cours. Elle ne partira nulle part ce soir. Les yeux de Madame Beaumont se plissèrent dangereusement. Vous outrepassez vos fonctions, officier. J'aurai votre badge pour ça. Faites donc, répliqua Mathieu, imperturbable. Mais pour l'instant, je vous demande de quitter cette pièce. Après un long moment de tension, Madame Beaumont tourna les talons et sortit, non sans lancer un dernier regard glacial à Mathieu. Dès que la porte se referma, Amara se jeta dans les bras de Mathieu, tremblante. Ne les laisse pas m'emmener, supplia-t-elle. S'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Mathieu la serra contre lui, sentant son petit corps secoué de sanglots. Je te le promets, Amara, murmura-t-il. Je ne laisserai personne t'emmener. Alors qu'il tenait la fillette terrorisée dans ses bras, Mathieu réalisa que l'histoire d'Amara était bien plus complexe et sombre qu'il ne l'avait imaginé. Qui était cet homme mystérieux qui la surveillait? Pourquoi semblait-elle si terrifiée à l'idée de retourner dans le système? Une chose était sûre, Mathieu était déterminé à découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Pour Amara, et pour tous les enfants comme elle qui étaient tombés entre les mailles du filet. La nuit allait être longue, et ce n'était que le début d'une enquête qui allait secouer les fondements même de la société parisienne. Les jours qui suivirent la découverte d'Amara furent un tourbillon d'activités pour l'officier Mathieu Lefort. Entre les interrogatoires, les recherches et les batailles administratives, il avait à peine le temps de respirer. Pourtant, malgré l'épuisement, il ne pouvait s'empêcher de penser constamment à la petite fille aux yeux tristes qu'il avait trouvée dans le parc. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Mathieu rentra chez lui, l'esprit embrumé par la fatigue et l'inquiétude. Sa femme, Élodie, l'attendait dans la cuisine, une tasse de café fumant à la main. « Tu as l'air épuisé, mon chéri, dit-elle doucement, lui tendant la tasse. Mathieu s'effondra sur une chaise, passant une main lasse sur son visage. « C'est cette affaire, Élodie. Cette petite fille. Je n'arrive pas à la sortir de ma tête. » Élodie s'assit en face de lui, son regard empli de compassion. « Raconte-moi, encouragea-t-elle. » Pendant la demi-heure qui suivit, Mathieu déversa tout ce qui pesait sur son cœur. Il parla d'Amara, de sa solitude, de sa peur. Il évoqua les obstacles bureaucratiques, l'indifférence des services sociaux, et ce sentiment lancinant que quelque chose de plus sinistre se cachait derrière toute cette affaire. Le système est en train de la laisser tomber, Élodie, conclut-il, la voix brisée par l'émotion. Comme il a laissé tomber tant d'autres enfants avant elle. Un silence lourd s'installa dans la cuisine. Élodie fixait son mari, ses yeux brillants d'une émotion qu'il n'arrivait pas tout à fait à déchiffrer. « Qu'est-ce que tu veux faire, Mathieu » demanda-t-elle finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Mathieu leva les yeux, surpris par la question. « Que veux-tu dire » Élodie prit une profonde inspiration. « Je te connais, Mathieu. Je vois comment cette affaire te ronge. Tu ne peux pas simplement la laisser partir, n'est-ce pas ?» Le cœur de Mathieu se mit à battre plus fort. Il n'avait pas osé formuler cette pensée, même dans le secret de son esprit, mais maintenant qu'Élodie l'avait mise en mots, il ne pouvait plus l'ignorer. « Tu crois qu'on pourrait ?» Il s'interrompit, n'osant pas finir sa phrase. Élodie tendit la main par-dessus la table, enlaçant ses doigts aux siens. « L'accueillir chez nous ? C'est ce à quoi tu penses, n'est-ce pas ?» Mathieu hocha lentement la tête, à la fois soulagé et effrayé d'avoir enfin exprimé ce désir secret. « Ce ne sera pas facile, continua Élodie. Il y aura des obstacles, des défis. »« Je sais, répondit Mathieu. Mais je ne peux pas l'abandonner, Élodie. Pas après tout ce qu'elle a vécu. » Un long moment passa, pendant lequel seul le tic-tac de l'horloge brisait le silence. Puis, Élodie serra la main de son mari. « Alors faisons-le, dit-elle avec une détermination qui fit bondir le cœur de Mathieu. Donnons-lui un foyer. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités frénétiques. Mathieu et Élodie naviguèrent dans les méandres du système d'adoption, remplissant des formulaires, passant des entretiens, préparant leur maison pour l'arrivée potentielle d'un nouvel occupant. Mais le chemin était semé d'embûches. Madame Beaumont, des services sociaux, semblait déterminée à faire échouer leur projet. « Vous êtes trop impliqué émotionnellement, officier Lefort, argua-t-elle lors d'une réunion tendue. Ce n'est pas sain, ni pour vous, ni pour l'enfant.
Mathieu dut faire appel à toute sa maîtrise de soi pour ne pas exploser. Ce qui n'est pas sain, Madame Beaumont, c'est de laisser une enfant traumatisée dormir dans un parc pendant des mois sans que personne ne s'en aperçoive. La tension dans le bureau était palpable. Madame Beaumont le fixa d'un regard glacial. « Faites attention, officier. Vous marchez sur une ligne très mince. » Mais Mathieu ne recula pas. Il était prêt à risquer sa carrière, sa réputation, tout, pour Amara. Les semaines passèrent, chaque jour apportant son lot de victoires et de défaites. Mathieu et Élodie se battaient sur tous les fronts, déterminés à offrir à Amara le foyer dont elle avait été privée pendant si longtemps. Enfin, après ce qui sembla une éternité, ils reçurent la nouvelle qu'ils attendaient. Leur demande avait été approuvée. Ils pouvaient accueillir Amara chez eux, d'abord en tant que famille d'accueil, avec la possibilité d'une adoption à long terme. Le jour où ils annoncèrent la nouvelle à Amara restera à jamais gravé dans la mémoire de Mathieu. La petite fille les regarda avec de grands yeux incrédules, comme si elle n'osait pas y croire. « Vous voulez vraiment de moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Mathieu s'agenouilla devant elle, prenant ses petites mains dans les siennes. « Plus que tout au monde, Amara, répondit-il, la voix chargée d'émotion. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Mathieu vit un véritable sourire illuminer le visage d'Amara. C'était comme si le soleil perçait enfin à travers les nuages après une longue tempête. Mais alors qu'il quittait le centre d'accueil, Amara main dans la main avec Mathieu et Élodie, une ombre passa sur le visage de la fillette. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» demanda Élodie, inquiète. Amara hésita un instant avant de murmurer, « Et s'il me trouve ?» L'homme qui me surveillait dans le parc. Mathieu sentit un frisson lui parcourir l'échine. Dans l'excitation de ces dernières semaines, il avait presque oublié ce détail troublant. Qui était cet homme mystérieux? Et représentait-il toujours une menace? Serrant la main d'Amara un peu plus fort, Mathieu réalisa que leur voyage ne faisait que commencer. La décision d'accueillir Amara n'était que le début d'une aventure qui allait les mettre à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Mais regardant le visage d'Amara, mélange de joie et d'appréhension, Mathieu sut qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour la protéger et lui offrir la vie qu'elle méritait. Quoi qu'il en coûte. Les premiers jours d'Amara dans la maison des Lefort furent un mélange de moments de joie et de défis inattendus. La petite fille, habituée à la solitude et à la dureté de la vie dans les rues, avait du mal à s'adapter à cette nouvelle réalité emplie de confort et d'amour. Une nuit, peu après son arrivée, Mathieu fut réveillé par des cris déchirants provenant de la chambre d'Amara. Il se précipita, le cœur battant, pour trouver la fillette en plein cauchemar, se débattant contre des démons invisibles. « Amara, réveille-toi » murmura-t-il doucement, caressant ses cheveux trempés de sueur. « Tu es en sécurité maintenant. » Les yeux d'Amara s'ouvrirent brusquement, emplis de terreur. Pendant un instant, elle sembla ne pas reconnaître où elle était. « L'homme, balbutia-t-elle, tremblante. Il était là, il voulait m'emmener. » Mathieu la prit dans ses bras, la berçant doucement. « Chut, ma chérie. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Personne ne peut te faire de mal ici. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, Mathieu ne put s'empêcher de se demander si c'était vraiment vrai. L'ombre de cet homme mystérieux planait toujours sur eux, une menace invisible mais bien réelle. Au fil des jours, Amara commença lentement à s'ouvrir. Elle découvrit avec émerveillement les petits plaisirs de la vie quotidienne, un bain chaud, un repas fait maison, un lit douillet. Mais c'est la danse qui devint rapidement sa passion. Un après-midi, Élodie entendit une musique provenant du salon. Elle s'approcha silencieusement et vit Amara, tournoyant gracieusement au milieu de la pièce, ses yeux fermés, un sourire paisible sur son visage. « Tu danses merveilleusement bien, » dit Élodie, faisant sursauter légèrement Amara. La petite fille rougit, soudain timide. « Ma maman dansait tout le temps, » murmura-t-elle. Elle disait que la danse pouvait guérir tous les chagrins. Élodie sentit son cœur se serrer. Elle avait raison, dit-elle doucement. Que dirais-tu de prendre des cours de danse? Les yeux d'Amara s'illuminèrent d'une joie pure, et pour la première fois depuis son arrivée, elle se jeta spontanément dans les bras d'Élodie. Les semaines passèrent, et Amara s'épanouissait sous les soins attentifs de Mathieu et Élodie. Ses cauchemars, bien que toujours présents, devenaient moins fréquents. Elle commença l'école, faisant lentement des amis malgré sa timidité initiale. Mais la vie n'était pas sans défi. Un jour, alors qu'Élodie venait la chercher à l'école, elle trouva Amara en larmes, entourée d'un groupe d'enfants moqueurs.
Regardez la petite orpheline, ricanait l'un d'eux. Elle n'a même pas de vrais parents. Élodie sentit une vague de colère monter en elle. Elle s'approcha rapidement, dispersant le groupe d'un regard sévère avant de prendre Amara dans ses bras. « Ne les écoute pas, ma chérie, murmura-t-elle. Tu as une famille qui t'aime plus que tout au monde. » Ce soir-là, lors du dîner, Amara resta inhabituellement silencieuse. Finalement, elle leva les yeux vers Mathieu et Élodie, une question brûlante sur les lèvres. « Est-ce que je peux vous appeler papa et maman ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis, Mathieu se leva de sa chaise, contourna la table et prit Amara dans ses bras. « Rien ne nous ferait plus plaisir, dit-il, la voix chargée d'émotion. Cette nuit-là, alors qu'il bordait Amara, la petite fille semblait plus sereine que jamais. Mais juste avant de s'endormir, elle murmura quelque chose qui glaça le sang de Mathieu. « J'ai vu l'homme aujourd'hui, dit-elle doucement. Devant l'école. Il me regardait. » Mathieu échangea un regard alarmé avec Élodie. L'ombre qui planait sur leur bonheur nouvellement trouvé venait de prendre une forme plus tangible et menaçante. Le lendemain, Mathieu se rendit au commissariat plus tôt que d'habitude. Il passa des heures à éplucher les dossiers, cherchant le moindre indice sur l'identité de cet homme mystérieux. Mais plus il creusait, plus il avait l'impression de s'enfoncer dans un labyrinthe sans fin. « Tu devrais peut-être laisser tomber, Mathieu, lui dit son collègue, Jean-Pierre, en le voyant encore penché sur les dossiers tard dans la soirée. Tu as donné un foyer à cette petite. N'est-ce pas suffisant? » Mathieu leva les yeux, son regard dur et déterminé. « Pas tant que je saurai qu'elle est en danger. Je dois découvrir qui est cet homme et ce qu'il veut. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, Mathieu ne pouvait s'empêcher de se demander s'il n'était pas en train de s'engager dans une voie dangereuse. Jusqu'où était-il prêt à aller pour protéger Amara? Et à quel prix? La réponse à ces questions allait bientôt se révéler, d'une manière que ni Mathieu, ni Élodie, ni même Amara n'auraient pu anticiper. Car l'ombre qui les menaçait était sur le point de sortir de l'obscurité, bouleversant à jamais le fragile équilibre de leur nouvelle vie. L'automne parisien avait peint la ville de teintes dorées et rougeâtres, un spectacle dont Amara ne semblait jamais se lasser. Ce samedi matin-là, la famille Lefort se préparait pour le récital de danse d'Amara, un événement que la petite fille attendait avec un mélange d'excitation et d'appréhension depuis des semaines. « Tu es prête, ma chérie ?» appela Élodie du bas des escaliers. Amara descendit, resplendissante dans son tutu blanc, ses cheveux soigneusement coiffés en un chignon serré. Ses yeux brillaient d'une lueur que Mathieu et Élodie n'avaient jamais vue auparavant, un mélange de fierté et de détermination. « Tu es magnifique » souffla Mathieu, ému. Le trajet jusqu'au théâtre se fit dans une atmosphère de joyeuse anticipation. Amara répétait mentalement ses pas, fredonnant doucement la mélodie de son morceau. Mathieu, au volant, ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs dans le rétroviseur, son cœur gonflé de fierté. Mais alors qu'ils approchaient du théâtre, Mathieu sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son instinct de policier, aiguisé par des années d'expérience, lui criait que quelque chose n'allait pas. Il scruta les alentours, cherchant la source de son malaise. C'est alors qu'il le vit. Un homme, debout près de l'entrée du théâtre, son regard fixé sur leur voiture. Mathieu sentit son cœur s'arrêter. C'était lui. L'homme qu'Amara avait décrit, celui qui la surveillait dans le parc. « Élodie » murmura-t-il, tentant de garder son calme pour ne pas alarmer Amara. « Quand on sera garé, emmène Amara à l'intérieur. Ne t'arrête pas, ne parle à personne. » Élodie, percevant la tension dans la voix de son mari, acquiesça silencieusement. Dès que la voiture fut garée, Élodie emmena rapidement Amara vers l'entrée du théâtre, jetant des regards inquiets par-dessus son épaule. Mathieu, quant à lui, se dirigea d'un pas décidé vers l'homme mystérieux. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix dure, sa main instinctivement posée sur son arme de service. L'homme ne sembla pas surpris par cette confrontation. Au contraire, un étrange sourire se dessina sur ses lèvres. « Je me demandais combien de temps il vous faudrait pour me remarquer, officier Lefort, dit-il d'une voix calme. Mathieu sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment cet homme connaissait-il son nom? Je vais vous le demander une dernière fois, gronda Mathieu. Qui êtes-vous et que voulez-vous à Amara? L'homme soupira, son regard se perdant un instant dans le vague. Mon nom est Antoine Durand. Et Amara? Amara est ma petite fille. Ces mots frappèrent Mathieu comme un coup de poing.
Il resta un moment sans voix, tentant de digérer cette révélation inattendue. C'est impossible, finit-il par articuler. Les parents d'Amara sont morts dans un accident de voiture. Elle n'a plus de famille. Antoine secoua tristement la tête. C'est ce qu'on lui a fait croire. Ce qu'on nous a tous fait croire. Mais la vérité, officier Lefort, est bien plus complexe et bien plus sombre que vous ne pouvez l'imaginer. À l'intérieur du théâtre, Amara se préparait dans les coulisses, inconsciente du drame qui se jouait à l'extérieur. Élodie, quant à elle, ne cessait de jeter des regards anxieux vers la porte, se demandant ce qui retenait Mathieu. Dehors, la tension était palpable entre Mathieu et Antoine. Expliquez-vous, exigea Mathieu, son esprit tournant à toute vitesse pour tenter de comprendre la situation. Antoine prit une profonde inspiration. Il y a 3 ans, ma fille et son mari ont été témoins de quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Des hommes puissants, des politiciens corrompus impliqués dans un trafic d'influence à grande échelle. Ils ont voulu dénoncer ce qu'ils avaient vu, faire éclater la vérité. Il s'interrompit, submergé par l'émotion. L'accident de voiture n'était pas un accident, officier Lefort. C'était un assassinat déguisé. Et Amara. Amara aurait dû être dans cette voiture ce jour-là. Mais par un coup du sort, elle était restée avec moi. Mathieu sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'il croyait savoir sur Amara, sur son passé, venait d'être bouleversé en quelques instants. Pourquoi ne pas vous être manifesté plus tôt, demanda-t-il, la voix rauque. Par peur, admit Antoine. Ces hommes sont puissants, officier. Ils ont des yeux et des oreilles partout. J'ai passé ces dernières années à rassembler des preuves, à construire un dossier solide contre eux. Et maintenant, je suis prêt à tout révéler. Mais j'ai besoin de votre aide. Et j'ai besoin d'Amara. À cet instant, les premières notes de musique du récital d'Amara résonnèrent à travers les portes du théâtre. Mathieu ferma les yeux un instant, tiraillé entre son devoir de policier et son amour pour la petite fille qu'il considérait désormais comme sa fille. « Entrez, dit-il finalement à Antoine. Nous parlerons après le spectacle. Mais je vous préviens, si tout ceci n'est qu'un mensonge, si vous faites le moindre mal à Amara. Je comprends, acquiesça Antoine. Mais croyez-moi, officier Lefort, tout ce que je veux, c'est protéger ma petite fille et honorer la mémoire de ma fille en faisant éclater la vérité. Alors qu'ils entraient dans le théâtre, Mathieu savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Le passé venait de rattraper Amara, et avec lui, une tempête qui menaçait de tout emporter sur son passage. Mais pour l'instant, alors qu'Amara faisait ses premiers pas sur scène, gracieuse et légère comme un papillon, Mathieu décida de mettre ses inquiétudes de côté. Car ce moment, ce précieux moment de pure joie et d'innocence, pourrait bien être le dernier avant que leur monde ne bascule à jamais. Les jours qui suivirent le récital d'Amara furent un tourbillon d'émotions et de révélations. Mathieu, tiraillé entre son devoir de policier et son amour pour Amara, décida de plonger tête la première dans l'enquête, déterminé à découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Antoine Durand, le grand-père d'Amara, leur avait fourni un dossier volumineux, rempli de documents, de photos et d'enregistrements audio qui semblaient corroborer son histoire. Des noms de hauts fonctionnaires, de politiciens influents et même de certains de ses collègues de la police apparaissaient, impliqués dans un vaste réseau de corruption et de trafic d'influence. Pendant ce temps, Élodie avait la lourde tâche d'expliquer la situation à Amara. La petite fille, d'abord incrédule, puis en colère, finit par s'effondrer en larmes dans les bras de celle qu'elle considérait maintenant comme sa mère. « Pourquoi tout doit-il changer ?» sanglota-t-elle. « Je veux juste rester avec vous. » Élodie la serra fort contre elle, son cœur se brisant à l'idée de perdre cet enfant qu'elle aimait comme sa propre fille. « Rien ne changera notre amour pour toi, ma chérie, murmura-t-elle. Quoi qu'il arrive, tu feras toujours partie de notre famille. » Mathieu, de son côté, travaillait jour et nuit, creusant toujours plus profondément dans cette affaire qui semblait n'avoir pas de fond. Chaque nouvelle découverte le plongeait un peu plus dans un abîme de corruption et de mensonges. Un soir, alors qu'il rentrait tard du commissariat, Mathieu fut surpris de trouver Antoine assis dans son salon, en grande conversation avec Élodie et Amara. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, la fatigue et l'inquiétude perceptibles dans sa voix. Antoine se leva, son visage grave. « Ils savent, Mathieu. Ils savent que nous enquêtons sur eux. Nous ne sommes plus en sécurité ici. » Ces mots eurent l'effet d'une bombe. En quelques minutes, des plans furent élaborés, des sacs rapidement remplis.
Il devait quitter Paris, se mettre à l'abri le temps de finaliser l'enquête et de présenter les preuves aux autorités compétentes. Alors qu'il montait dans la voiture, Amara jeta un dernier regard à la maison qui avait été son refuge ces derniers mois. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, mais dans ses yeux brillait une détermination nouvelle. Elle n'était plus la petite fille effrayée du parc. Elle était prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Leur fuite les mena dans un petit village du sud de la France, loin de l'agitation parisienne. Là, dans une vieille ferme isolée, ils continuèrent leur travail, assemblant les dernières pièces du puzzle. Les semaines passèrent, chaque jour apportant son lot de révélations et de dangers. À plusieurs reprises, ils durent déjouer des tentatives d'intrusion, sentant l'étau se resserrer autour d'eux. Finalement, après ce qui sembla une éternité, ils eurent suffisamment de preuves pour faire éclater le scandale. Mathieu contacta les quelques collègues en qui il avait encore confiance, organisant méticuleusement la divulgation de l'information. Le jour J arriva. Alors que les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel, Mathieu, Élodie, Amara et Antoine se tenaient devant la télévision, regardant avec un mélange d'appréhension et de soulagement les premières nouvelles tombées. Les arrestations se succédèrent, des noms autrefois respectés traînaient dans la boue, un empire de corruption s'effondrant comme un château de cartes. Le scandale secoua la France entière, provoquant une onde de choc qui allait redessiner le paysage politique du pays. Au milieu de ce chaos médiatique, Amara se tenait entre Mathieu et Élodie, une main dans celle de chacun d'eux, l'autre dans celle de son grand-père. Elle avait enfin compris que l'amour ne se limitait pas à une seule famille, qu'il pouvait s'étendre, grandir, englober plus de personnes sans pour autant diminuer. Les jours qui suivirent furent intenses. Il y eut des interrogatoires, des témoignages à donner, des décisions difficiles à prendre. Mais à travers tout cela, ils restèrent unis, se soutenant mutuellement face à la tempête médiatique qui s'abattait sur eux. Finalement, quand la poussière retomba, vint le moment des choix. Antoine, blanchi de tout soupçon, avait légalement le droit de réclamer la garde d'Amara. Mais en regardant sa petite fille, heureuse et épanouie entre Mathieu et Élodie, il prit une décision qui allait changer leur vie à tous. Amara a besoin de stabilité, dit-il un soir, alors qu'ils étaient tous réunis. Elle a besoin d'une famille aimante, et c'est ce que vous lui offrez. Je ne veux pas la séparer de vous. Il y eut des larmes, des embrassades, des promesses échangées. Il fut décidé qu'Amara resterait avec Mathieu et Élodie, qui finaliseraient son adoption, mais qu'Antoine ferait partie intégrante de leur vie, un grand-père aimant et présent. Quelques mois plus tard, par une belle journée d'été, Amara se tenait devant un juge, entouré de sa famille élargie. Alors que le juge prononçait officiellement son adoption, la petite fille sentit son cœur déborder de joie et d'amour. Ce soir-là, alors qu'ils célébraient tous ensemble, Amara regarda autour d'elle. Il y avait Mathieu et Élodie, ses parents de cœur qu'il avait sauvés et aimés inconditionnellement. Il y avait Antoine, son grand-père, lien vivant avec ses parents biologiques et gardien de leur mémoire. Et il y avait ses amis de l'école de danse, sa nouvelle famille élargie. Debout sur une chaise, Amara leva son verre de jus de fruits. À la famille, dit-elle, sa voix claire et forte. Pas celle qu'on nous donne, mais celle qu'on choisit et qu'on construit. Alors que tous reprenaient son toast, Amara sut que son voyage n'était pas terminé. Il y aurait encore des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais elle n'était plus seule. Elle avait une famille qui s'étendait bien au-delà des liens du sang, une famille forgée dans l'adversité et cimentée par l'amour. Et tandis que la nuit tombait sur cette journée mémorable, Amara regarda les étoiles, pensant à ses parents biologiques quelque part là-haut. Elle savait qu'ils seraient fiers d'elle, fiers de la jeune fille forte et résiliente qu'elle était devenue. Et pour la première fois depuis longtemps, Amara se sentit véritablement en paix, prête à embrasser l'avenir, quel qu'il soit, entourée de l'amour de sa famille choisie.